Nous allons construire, peut-être surtout par les idées que nous allons construire le Congo. Je vous encourage à vous procurer ce livre. Je vous signale qu'il y a aussi le personnel d'Oxfam qui essaie d'orchestrer cette synergie pour la lutte contre les paradis fiscaux. Il y a le personnel et il y a la pétition dont il parlait. On peut déjà maintenant la signer. Moi, je viens de le faire. C'est un engagement où vous ne risquez pas d'être enlevé à un ANR et de disparaître. C'est chaque goutte qui fera l'océan. Peut-être après nous, peut-être dans 15 générations, ça pourrait changer quelque chose bien. Ou peut-être demain déjà. Alors, il y a beaucoup de questions que nous avons envie de lui poser. Est-ce que Jean-David aussi veut recevoir les questions? Jean-David? Alors, je voudrais qu'on lui pose 2 questions. Il répond parce qu'il nous reste à peu près 15-20 minutes maximum. Voilà, je prendrai 2 questions à la fois. Et merci beaucoup de poser directement votre question, qu'on ait le temps, qu'on en profite au maximum. Est-ce qu'il vous faut le micro? Non, je peux parler d'ici. Merci beaucoup pour la conférence. Comme je disais tantôt pendant la pause, il y a trop d'informations et nous n'avons pas d'estomac assez dur pour digérer tout ça. Moi, ma question est celle-ci. Quelqu'un a dit, faites toutes sortes de lois que vous voulez et laissez-moi les finances, je resterai toujours là. Nous savons que nos politiques se font élire par de l'argent. Il faut de l'argent pour devenir député ou bien quoi que ce soit en politique. Et ce sont ces politiques qui font des lois. Donc, est-ce que cela ne devient pas un cycle vicieux? Merci. Deuxième question. Est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux que de combattre la source de l'argent, puisque de toute façon, pour rentrer en politique, il faut encore de l'argent? Deuxième question. Alors, je vais faire ça, puis ça. Oui, monsieur. Oui, je voulais savoir à quel point les journalistes sont impliqués, parce que vous savez, l'information, le troisième pouvoir, hein, comme on dit, ou le deuxième pouvoir, c'est les médias. Alors, si les médias cachent l'information, à quel point les médias sont impliqués dans ce qu'est les paradis fiscaux, parce que ils ont parlé des Panama Papers pendant 3 jours et c'est fini. Donc, on veut savoir à quel point ils sont impliqués. Merci, c'est une question précise, concise. Oui, monsieur. On va prendre 3, et puis une autre vague de 3. Oui, moi je voulais savoir d'abord la suite de votre procès dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que je crois avoir entendu parler lors d'une conférence il y a 2-3 ans. Si vous pouvez nous briefer sur ça, c'est que ça donne impliqué d'avenir. Ensuite, je veux savoir, puisque vous l'avez cité, on sait les politiques aujourd'hui proviennent un peu de la finance, mais votre réflexion sur l'avenir de Donald Trump, parce qu'on voit quand même jusqu'à la dernière minute, il n'a pas voulu se faire associer avec l'argent des lobbies, justement qui est la racine de la problème. Voilà, merci beaucoup. Alors, professeur. Excusez-moi pour la dernière question, c'était sur Donald Trump, c'est oui, ça? Comment voyez-vous ça venir, comme le fait qu'il ne soit pas associé, il est un langage un peu... Très bien, merci. Je n'étais pas certain d'avoir bien entendu, c'est tout. Ok, très bien. Je vais prendre des questions dans l'ordre, en vous remerciant beaucoup, elles sont pertinentes. Déjà, sur la question des législations de complaisance, moi, effectivement, j'ai tendance à mitrailler pas mal. Je vais essayer de brosser un portrait général de la situation. J'ai mis des années à comprendre comment ça fonctionnait. Je ne m'attends pas à ce qu'en 1 heure, tout soit assimilé. Mais l'idée, c'est de voir un tableau général dans lequel il y a 2 régimes de pays. Il y a les États de droit traditionnels, hein, ou les pays qui se prétendent des États de droit, c'est-à-dire l'Espagne, le Canada, le Brésil, l'Inde, puis même la Tunisie, le Congo, Kinshasa, et c'est qui vont dire, voilà, nous sommes des États constitués, nous avons un Parlement, et ainsi de suite. Et il y a un deuxième régime de pays, et parfois certains pays peuvent être dans les 2 catégories, qui sont des législations de complaisance, qui ont strictement pour mandat, ou pour viser, pour objectif, de faire en sorte que la loi ailleurs soit neutralisée par la leur. En disant, si vous venez chez nous, ce qui est interdit chez vous sera permis chez nous. Et à partir d'un ordinateur, faites seulement inscrire vos activités chez nous plutôt que chez vous, même si vous resterez chez vous. Et formellement, les choses passeront comme si elles ont eu lieu à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Là,
c'est strictement des jeux d'écriture. Vous savez, il y a une distorsion folle aujourd'hui dans le monde. Hein. Le deuxième, vous savez, les sociétés canadiennes, pour vous dire la distorsion, hein, c'est que l'écriture comptable, l'écriture juridique aujourd'hui ment. Elle ne nous permet pas de comprendre le réel parce qu'elle permet de trafiquer le réel. Et je donne des exemples. Vous imaginez bien que le premier pays où les sociétés canadiennes, les entreprises canadiennes investissent le plus quand elles embauchent des gens, elles achètent des produits, quand elles font du commerce, quand elles s'engagent dans des activités productives à l'étranger. Vous imaginez très bien que le premier pays où les sociétés canadiennes investissent le plus, c'est les États-Unis. C'est notre plus gros voisin. Quel est le deuxième pays où les sociétés canadiennes investissent le plus, après les États-Unis? La Barbade. C'est pas la Chine, c'est pas l'Allemagne, c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas le Brésil, c'est la Barbade, un pays grand comme la ville de Saint-Jérôme, et qui vise strictement à permettre aux entreprises de contourner le fisc. Donc cet investissement-là vise simplement à contourner les obligations fiscales et légales. Le plus grand partenaire commercial de la Chine, c'est les îles Vierges britanniques. Formellement, quand on regarde les choses sur papier, le plus grand producteur de bananes au monde, c'est l'île Jersey. Alors que n'importe qui est à l'île Jersey se souvient qu'il n'y a pas une banane qui pousse là-bas. Puis on a souvent eu, on le sait, je ne vais pas rentrer dans des débats douloureux, mais strictement d'un point de vue comptable, on sait que officiellement le Rwanda était le producteur de minerais qui ne sont même pas sur son territoire. Et ça participe des jeux d'écriture absurdes. Un des plus grands pays investisseurs de l'Union européenne, c'est le Luxembourg. Alors c'est grand comme un mouchoir de poche. Hein. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, un gestionnaire d'entreprise ou un investisseur à Toronto, à New York, à Boston, à Francfort, à Londres, à Paris, à Tokyo, à partir de son ordinateur, téléguide une entité qui est aux îles Vierges britanniques ou au Delaware ou à l'île de Man ou aux Bermudes pour lui faire des choses qui ne seraient pas possibles chez elle ou chez lui ou qui seraient en quelque sorte sujets à sanctions, sujets à impôts, sujets à contrôle. Donc on se dit, plutôt que d'agir depuis ma structure dans le pays où je suis, si je suis à Francfort, plutôt que d'utiliser une structure créée en Allemagne de droit allemand, ben je vais depuis mon ordinateur demander à ma filiale des Bermudes de payer telle facture à tel acteur de tel pays, de façon à échapper au contrôle de mon État. Mais je reste à Francfort, les actifs sont à Francfort, tout se passe à Francfort, mais c'est simplement l'écriture comptable qui se trouve en quelque sorte à exproprier, à extraterritorialiser mon opération ailleurs pour échapper à la loi. C'est fou comme ça, c'est aussi gros que ça, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est pour ça que, notamment, les pays africains n'arrivent pas à imposer le capital, parce qu'il y a toujours une société qui va transférer ses fonds à une société qui est dans un pays autre, un pays complaisant, pour éviter que les actifs restent au pays et qu'ils soient imposés, et que l'activité fasse l'objet d'un contrôle. Si vous voulez, c'est évident, et on le sait. Et j'en ai fait la preuve, vous pourrez être convaincu ou pas par la preuve, mais j'ai essayé de la faire. Avec Alexandre Gingras, j'ai fait un petit film qui s'intitule « Je ne savais pas que je savais ». C'est sur les paradis fiscaux. Et ce que j'ai fait ce qu'il a fait en ma compagnie, c'est ça, c'est son œuvre, hein, c'est de repérer tous les moments dans les films d'Hollywood où il est question des paradis fiscaux. Hein, vous avez Leonardo DiCaprio, un certain nombre d'acteurs bien connus qui vont expliquer dans des films qu'on a mis bout à bout dans un montage un peu sympathique, là, comment il se fait qu'on sait que les paradis fiscaux existent. On le sait parce qu'au cinéma, pour être vraisemblable, si on veut montrer un politicien corrompu, on ne va pas le montrer se promener avec une boîte en carton de billets de banque. Là. On va le montrer avoir des comptes à numéro de la Suisse. Si on veut montrer un trafiquant de drogue sérieux, on va le montrer ayant un accès aux Bermudes. Si on veut montrer un trafiquant d'armes, hein, en Sierra Leone, on va le montrer avoir un accès au Liechtenstein, puis aux Bermudes, puis au Panama. C'est-à-dire que dans le cinéma, qui est dans le nôtre, là, qu'on regarde, là, que les adolescents regardent, là, qu'on regarde comme ça le samedi soir pour se distraire, mais dans ce cinéma-là, quand on veut être vraisemblable, on montre que les paradis fiscaux rendent possible des opérations qui ne seraient pas possibles chez soi. Et le principe est compris, c'est pas plus compliqué que ça. Si on est capable de comprendre un film d'Hollywood, on est capable de comprendre les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux, ils sont tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce cinéma-là qui a constitué la première prise de parole sur les paradis fiscaux et la première représentation des paradis fiscaux. Maintenant, il faut, en quelque sorte, transposer le problème de la sphère du divertissement,